Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Savons-nous réellement tout du président de la République et de la fonction présidentielle ? Le portrait de celui qui est souvent désigné comme le monarque républicain trône fièrement dans les commissariats, les écoles, les préfectures et les ambassades. Et pourtant, derrière la fonction présidentielle se cachent des pouvoirs surprenants, des titres insoupçonnés et des protocoles qui ont traversé le temps. Quels sont ces pouvoirs insolites ? Quels sont ces titres honorifiques ? Le président a-t-il le droit d'appuyer sur le bouton nucléaire ? De quelle autre nationalité bénéficie-t-il ? Pourquoi ne prend-il quasiment jamais le train ? Peut-on lui demander d'être le parrain de son enfant ? Peut-il marier les morts ? Dans son ouvrage « Petit guide insolite du président de la République », Paul de Vaublanc révèle les aspects inconnus et ludiques liés au chef de l'État. Vous serez également plongé dans les anecdotes les plus insolites de la présidence de la République et les secrets dont regorge le palais de l'Élysée. Chromosome B. Paul de Vaublanc, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit public à Madrid, d'une maîtrise de droit privé et d'une DEA de sciences politiques à Paris. Vous exercez la profession de juriste, notamment à la direction de l'information légale et administrative. Vous êtes aussi formateur et vous vous passionnez depuis longtemps pour les aspects insolites du droit, puisque vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, et notamment aux éditions Henrik B, ce petit guide du président de la République avec pour sous-titre « Voyage abracadabrantesque à l'Élysée ». C'est pas facile à dire. Paul de Vaublanc, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vous questionner d'abord sur votre chemin de vie. Pourquoi le droit et puis aussi pourquoi ce regard un peu décalé sur le monde juridique ? Le droit, parce que je pense qu'une fois le bac en poche, se pose la question pour tout le monde, que fait-on après ? Et je pense que ce qui m'a attiré, c'était le fait que le droit rejoignait un peu le fait qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, à l'histoire, à la politique, à la géographie, etc. Et puis, pourquoi ce regard décalé ? Parce qu'en réalité, je pense que quand on commence des études de droit, tout le monde nous dit attention, c'est austère, c'est ennuyeux, c'est rébarbatif, etc. Et en fait, quand on commence ces études, on se dit mais tiens, il n'y a pas que ça, il y a aussi des trucs amusants, drôles, décalés, insolites. Et à partir de là, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose de sympa à faire. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages avec ce ton un peu décalé. Pourquoi aujourd'hui ce petit guide ? Où est-ce que ça s'inscrit dans la lignée des bouquins que vous avez écrits avant ? Alors, auparavant, effectivement, j'avais fait plusieurs ouvrages liés au droit insolite en général, et non ciblés sur telle ou telle matière. Et puis, l'actualité, l'élection présidentielle, fait que la question s'est posée de savoir si on pouvait faire le même objet sur la seule personne du président et de la présidence de la République. Et la réponse est oui. Et puis, l'éditeur Henrik B Éditions a été du même avis. Vous avez eu raison, parce qu'on découvre plein d'aspects totalement inconnus et effectivement abracadabrantesques, j'arriverai pas, sur le rôle du président de la République. Alors, en observant le rôle du président de la République, vous faites un pont entre constitution et droit. Lequel préside à l'autre ? Qui écrit la Constitution, par exemple ? Alors, c'est la raison pour laquelle la Constitution est la norme suprême, c'est-à-dire que c'est le peuple français qui, en réalité, a donné son feu vert à ce texte. On prend un décret, c'est le gouvernement, une loi, c'est le Parlement, et là, la Constitution, c'est le référendum de 1958, par lequel le peuple français donne son accord pour les grandes lignes qui va guider le pays encore aujourd'hui. Alors, ma question, c'est est-ce que le droit est la dominante dans l'élaboration de la Constitution ? Il y a à la fois du droit et de la politique. Il y a du droit parce que, naturellement, c'est ce texte qui va clarifier les rapports entre les différents pouvoirs publics. On va parler du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, du Parlement, du Conseil économique et social. Et puis, il y a également de la politique, puisque c'est quand même clairement une option
politique qui a été pris par le peuple français, notamment la volonté affichée de mettre fin à la 3e et 4e République, c'est-à-dire à l'instabilité gouvernementale. Donc on a à la fois du droit et de la politique en réalité. Alors justement, Paul de Vaublanc, qu'il soit conspué ou adulé, et parfois les deux, le président de la République est fascinant, semble-t-il, pour les Français. Pourquoi, selon vous ? Alors, je pense que ça s'explique par l'histoire récente en réalité, parce que sous la 3e et 4e, on a un président de la République qui est un symbole, qui est là pour, comme on dit, inaugurer les chrysanthèmes. Et puis survient la crise algérienne et la fin de la 4e République et l'apparition d'un homme historique qui est le général de Gaulle. Donc je pense que cette fascination vient de là, c'est-à-dire que le premier président de la 5e République a été Charles de Gaulle et lui a voulu, entre guillemets, qu'on ait un monarque républicain. Donc je pense que cette fascination, elle trouve son origine auprès du général de Gaulle. Vous le dites, régulièrement l'appellation de monarque lui est attribuée. C'est pas totalement faux si on en juge, par exemple, le rôle du président de la République française en Andorre ou à Monaco. Oui, alors effectivement, là on rejoint l'histoire. C'est-à-dire que pour Andorre, c'est tout sauf un titre symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, le président de la République, il est coprince d'Andorre. Et ça, il n'a pas le choix, puisque cette fonction, elle est rattachée à la présidence de la République. Et coprince d'Andorre. Alors Andorre, c'est sans être péjoratif du tout, mais c'est un petit État entre l'Espagne et la France, situé dans les Pyrénées. On a quand même plus de 70 000 habitants. Et là, on a un président de la République qui peut nommer des juges, accorder un droit de grâce, signer des traités internationaux. Donc, c'est tout sauf symbolique. Et puis, effectivement, Monaco, c'est la possibilité pour l'État français d'intervenir physiquement, militairement au sein de ce territoire, si ce territoire est en danger. Et en fait, dans l'accord entre la France et Monaco, on a fait un copier-coller de ce qu'on appelle l'article 16 de la Constitution, qui confère les pleins pouvoirs du président de la République en cas de crise grave et imminente. Chromosome B. Alors votre livre, Petit guide du président de la République, est très illustré. C'est un livre qui se regarde autant qu'il se lit. C'est d'ailleurs un aspect qui lui donne un côté ludique et humoristique. On trouve par exemple des chapitres qui s'appellent « Plouf, plouf, ce sera toi le premier ». On va revenir d'ailleurs sur ce chapitre. Pourquoi ce choix ? À qui vous l'adressez ? Alors justement, je pense que la maquette, effectivement, elle est en corrélation avec l'objectif qui est de s'adresser à tous. Donc le livre ne s'adresse pas uniquement aux juristes, aux constitutionnalistes, aux étudiants, mais s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui ont la curiosité de savoir ce qu'il y a derrière le président et la présidence de la République, tous les aspects méconnus et insolites. Donc je pense que la maquette, effectivement, comme vous le dites, fait que ce livre se regarde autant qu'il se lit. Alors, est-ce que le président lui-même pourrait y découvrir des pouvoirs insoupçonnés qu'il ne sait pas qu'il a ? Alors, c'est peut-être très prétentieux, mais je pense que oui. Alors, je vais donner un exemple très concret. J'ai eu la chance, pour faire ce livre, de solliciter différents acteurs, dont l'ancien président François Hollande. Et à ce titre-là, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec lui. Et il se trouve que, moi, il m'a semblé au cours de cet entretien qu'il n'était pas au parfum du fait que la question pouvait clairement se poser de savoir si, au cours de ce mandat, un président de la République disposait ou non de la nationalité andorrane. Et c'est vrai que quand on regarde le texte andorran, on remarque deux choses. On remarque qu'il y avait dans le passé un texte qui disait explicitement que le président avait cette nationalité andorrane. Ce texte n'existe plus. Bon, mais toujours est-il que, au jour d'aujourd'hui, dans les textes andorrans, on a une disposition qui dit clairement que, une fois que le président de la République quitte l'Élysée, ce dernier conserve la nationalité andorrane. Sous-entendu, il la conserve parce qu'il l'avait au cours de son mandat. Et ça, moi, il m'a semblé que le président Hollande n'était pas au parfum de cette donnée. Alors, un petit mot sur le chapitre que j'ai mentionné, plouf, plouf, ce sera toi le premier. Il y a des prérequis qui sont très, très précis pour devenir président de la République, pas forcément pour devenir Premier ministre, si j'ai bien compris le passage. Alors, vous faites allusion... Aucune condition n'est imposée, dites-vous, pour occuper les locaux de Matignon. Aucun âge minimum, aucune prohibition quant au lien de parenté, voilà. Ah non, mais ça, c'est... Tout à fait, c'est très étonnant. Et là, on rejoint ce qu'on appelle un peu le fait du prince.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se penche sur les textes liés à la nomination du Premier ministre, que trouve-t-on l'article 8 de mémoire de la Constitution en disant le président de la République nomme le Premier ministre, point. Mais il n'y a aucune condition liée à la nationalité, liée au lien de parenté. Je veux dire, un président pourrait nommer son frère ou sa sœur, bon, politiquement ce serait autre chose, mais en tout cas, juridiquement, effectivement, il n'a pas de frein à main pour cette nomination, il fait ce qu'il veut. Paul de Vaublanc, votre livre c'est aussi une plongée dans l'histoire de la Constitution, des candidats et des présidents. Au cours de vos recherches, lesquels vous ont le plus amusé ou étonné ? J'avoue que la question andorrane m'a beaucoup amusé. Sans doute parce que on s'éloigne du symbole, puisque le président a sur ce territoire étranger des pouvoirs effectifs. Et puis la question de la nationalité andorrane aussi, j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, après tout, le président de la République n'est-il pas binational, alors que on parle souvent, régulièrement de la question de la déchéance de la nationalité, alors que visiblement le premier d'entre nous est un binational. Donc ça porte à réflexion. Et puis, plus globalement, je trouve que ce qui était très amusant, c'est de voir qu'en réalité, le président est l'héritier de toute l'histoire. Et qu'on a des choses quand même qui sont très liées à notre histoire sous les rois, où on s'aperçoit que certaines prérogatives perdurent. En fait, une relation curieuse avec l'histoire. Je prends un exemple très concret qui est celui de la galette des rois. Bon, depuis le président Giscard d'Estaing, depuis 1975, le président instaure une galette des rois à l'Élysée, en général avec des boulangers pour faire un peu de publicité, ce qui est bien normal. Et à aucun moment, aucun président de la République, que ce soit Giscard, François Mitterrand, etc., n'ont voulu qu'il y ait une fève au sein de la galette des rois. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas qu'il y ait un roi à l'Élysée. Donc effectivement, s'il n'y a pas de fève, bon, le problème est résolu. Et on ne veut pas droit à l'Élysée, c'est le protocole dès 75 qui a dit non, on est dans une enceinte républicaine, il n'y aura pas droit à l'Élysée. Ah, si on connaît la destinée des derniers rois, on peut imaginer pourquoi les présidents ne veulent pas trop s'identifier. Paul de Vaublanc, est-ce qu'il y a des cas où la Constitution n'a rien prévu ? Il y a des passages dans votre bouquin qui sont étonnants. Par exemple, si un suffrage est ex aequo, par exemple, entre deux candidats, ou un petit mot que je vous demanderai ensuite sur le portrait du président. Est-ce que les maires sont obligés de mettre le portrait du président dans les mairies. Donc, est-ce que la Constitution a tout prévu ? Non. Et c'est vrai que le texte, quel qu'il soit, à mon sens, ne peut pas tout prévoir. Mais effectivement, j'ai deux exemples en tête, dont un que vous mentionniez. Je prends l'élection des conseillers municipaux ou d'autres. Bon, il y a une règle très simple qui est le plus âgé est élu en cas d'égalité. Et c'est vrai que sur l'élection présidentielle, il n'y a pas cette disposition. Alors vous me direz qu'avec 40 millions d'électeurs, la probabilité qu'on se retrouve à une égalité parfaite est faible, mais toujours est-il qu'effectivement, le texte garde le silence sur cette question. Et deuxième chose qui me vient en tête, c'est que, vous savez, lorsque le dimanche soir à 20h, les Français découvrent sur leur écran le visage du nouveau président de la République, en réalité, il n'est pas président de la République à 20h01. Il y a une dizaine de jours de transition. Et à l'issue de ces 10 jours, il y a la passation de pouvoir. Et c'est vrai que là, par exemple, la Constitution ne prévoit pas ce qu'il se passerait si, pendant ce laps d'une dizaine de jours, le futur nouveau président disparaissait, par exemple. Là, on ne sait pas. Alors bon, on peut imaginer que le président du Sénat prenne le relais, mais toujours est-il que ça n'est pas écrit. Chromosome B. Alors, deux questions. Un maire est-il tenu d'afficher le portrait du président, dans la mairie ? Lapsus révélateur. Tout à fait. Et par exemple, il y a la rémunération du président qui n'a pas été statuée jusqu'en 2007, vous écrivez. Alors, le maire est-il tenu de mettre le portrait du président ? En aucun cas. Alors, il y a 36 000 mairies en France. Je pense que 99,9% d'entre elles ont ce portrait. C'est, comme le dit le ministère de l'Intérieur, une tradition républicaine. Il n'y a pas de texte. Et donc, le ministère avait clairement dit que si le maire ne mettait pas ce portrait, il ne pouvait pas y avoir de sanction. Donc c'est une pratique, une tradition, mais en aucun cas une obligation. D'accord. Et donc jusqu'en 2007, la Constitution ne mentionnait rien sur la rémunération du président, ce qui semble totalement étonnant. Et ce qui peut peut-être aussi expliquer pourquoi Sarkozy a fait un éclat en l'augmentant drastiquement quand il a pris le pouvoir.
Mais ça, c'est pareil, c'est très étonnant. Effectivement, j'avais lu une interview du nouveau président Nicolas Sarkozy qui racontait que il demandait à sa directrice de cabinet quel est mon revenu, et que la directrice de cabinet lui a dit écoutez, c'est à vous de choisir, monsieur le président. Et qu'il paraît que Nicolas Sarkozy a bondi de sa chaise en disant mais que me racontez-vous, enfin dites-moi combien, et en disant non mais il n'y a rien dans les textes, c'est à vous de choisir ce revenu. Et donc effectivement Nicolas Sarkozy, se disant qu'il n'était pas très logique que le président puisse choisir son revenu. À mon avis, beaucoup de salariés aimeraient être dans ce cas de figure. Il a décidé de mettre noir sur blanc dans le texte une somme en disant voilà, un président touche tant par mois. Alors en réalité, la pratique voulait que le salaire soit calqué sur celui d'un conseiller d'État, mais bon, il n'y avait rien du tout dans les textes. Donc Nicolas Sarkozy a mis cela noir sur blanc, et dorénavant il y a un texte qui précise que le président touche... Alors ce salaire a été diminué de 30% par François Hollande par la suite. Voilà, on est de mémoire autour de 14 000 euros bruts par mois. Paul de Vaublanc, on apprend aussi que la République est née sans président. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, en réalité, la Première République, il y a un collège, un directoire, mais il n'y a pas, à proprement parler, de président de la République. Il n'y a pas une personnalité qui se détache. En réalité, le premier président de la République dans l'histoire, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et on oublie les choses, mais à l'époque, ce premier président de la République, donc on est sous la Deuxième République, est élu au suffrage universel direct. Alors, que par les Français, puisque les Françaises n'ont pas le droit de vote à l'époque, mais en réalité, c'est pas le général de Gaulle qui instaure pour la première fois l'élection au suffrage universel direct, mais c'est Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848. On découvre aussi, là c'est moins rigolo, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait méditer, qu'un président ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, faire l'objet d'une action. Bref, il ne peut pas avoir affaire à un juge et il n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Et d'ailleurs, il ne peut pas être destitué malgré le fantasme de beaucoup de Français en ce moment. C'est vrai, on ne peut pas juger un président de la République en fonction. Le roi ne peut mal faire. Pour moi, c'est la survivance de cette maxime. Effectivement, il y avait eu un débat très important sur cette question lorsque, de mémoire, c'est au début des années 2000, un juge, le juge Alphen, avait convoqué Jacques Chirac, président de la République, pour s'expliquer sur certaines affaires. Et Jacques Chirac, juridiquement, à juste titre, avait dit que non, la question ne se posait pas puisque il est indisponible. Comprenons bien, ça n'est pas Jacques Chirac qui est indisponible, c'est le président de la République, c'est la fonction. Et effectivement, je pense que le souci premier, c'est d'assurer la continuité de l'État. C'est-à-dire que, à mon sens, on a voulu éviter qu'un juge, concrètement, je dis n'importe quoi, mais confisque le passeport du président de la République et qu'on se retrouve avec un chef de l'État qui ne puisse plus voyager, par exemple. Ou qui ne puisse plus intervenir parce qu'il est en garde à vue alors que le pays fait l'objet d'une crise grave. Donc effectivement, il est irresponsable, sachant qu'encore une fois, c'est la fonction, c'est pas l'homme, puisque une fois que ce dernier quitte l'Élysée, un mois après, il redevient comme vous et moi. C'est ce qui est arrivé à Sarkozy, qui a été condamné un mois après son départ de la présidence. C'est-à-dire qu'un mois après son départ de la présidence, Nicolas Sarkozy est devenu un citoyen comme un autre, en réalité, et qu'à partir de là, il a pu faire l'objet d'un certain nombre de mesures, dont des procès. Il a été condamné, comme l'a été d'ailleurs Jacques Chirac après son départ de l'Élysée en 2007. Donc ça prouve bien qu'effectivement, encore une fois, c'est la fonction qu'on veut protéger et non pas l'homme en lui-même. Alors, est-ce qu'il y a, je ne voudrais pas utiliser un mot maladroit, mais est-ce qu'il y a un élan politique ? Vous disiez tout à l'heure que la Constitution, elle est faite sous un angle juridique et sous un angle politique. Mais est-ce que derrière ce Conseil constitutionnel, quelle est justement la part du politique et ce que la classe politique peut utiliser à son avantage ? Au sein du Conseil, vous dites tout ? Oui. Au sein du Conseil constitutionnel. Des influences politiques, des enjeux, des échanges, voilà. Est-ce qu'au sein du Conseil constitutionnel, on est à l'abri des élans politiques ? Moi, ma première réflexion, ce serait de me dire que, oui, au moment de la création du Conseil constitutionnel, où là on a des anecdotes qui nous font penser que le Conseil était quand même très soucieux de savoir ce que pensait le pouvoir en place à l'époque, et que, en réalité, lorsque
Le général de Gaulle décède en 70. Un an après, hasard ou pas, mais toujours est-il qu'un an après, le Conseil constitutionnel prend une décision que tous les étudiants connaissent, 16 juillet 71, liberté d'association, qui fait que le Conseil prend son envol, entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que, quand bien même les 9 juges sont nommés par des politiques, le président de la République, celui du Sénat et de l'Assemblée, les moyens de leur indépendance sont quand même sérieux. C'est-à-dire qu'ils sont nommés pour 9 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Ils ne peuvent en aucun cas être virés, si je puis dire. Voilà. Et puis leurs émoluments font qu'ils sont financièrement indépendants. Alors après, est-ce qu'au sein des décisions, il y a de la politique Ça, j'allais dire, c'est peut-être aux historiens de répondre à cette question lorsque les archives s'ouvriront. Chromosome B. Au-delà du roi, on se demande parfois, Paul de Vauban, si le président n'aurait pas des droits presque divins de vie ou de mort, par exemple sur les décisions d'utiliser l'arme nucléaire. Est-ce que c'est une fausse croyance, l'idée qu'il peut juste appuyer le bouton comme sur le bouton et puis décider d'une action comme celle-ci? Ah, mais ça, c'est une question passionnante parce que quand on regarde la Constitution, on en parlait tout à l'heure, la Constitution est très claire, le gouvernement dispose de la force armée. Et on ne peut pas être plus clair, c'est le gouvernement qui dispose de la force armée. Donc il y aurait tout lieu de penser que c'est le gouvernement et non le président de la République qui pourrait appuyer sur le bouton. Deuxième argument, c'est de dire que la défense est une question qui relève de la loi. Or c'est un décret qui nous dit que c'est le président qui appuie sur le bouton. Donc je pense que le fait que ce soit le chef de l'État qui ait le bouton nucléaire, c'est pas bon sur le fond et la forme. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'est lui qui a cette possibilité. Et alors, sur la grâce présidentielle, par exemple, il peut réellement dispenser n'importe quel condamné de subir sa peine. Y compris l'un de ses ministres, par exemple, je dis ça quand même au hasard, l'un de ses ministres qui pourrait être condamné, ou qui aurait été condamné plutôt. Absolument. C'est un pouvoir sans limite dans les faits, parce qu'en fait, sur le papier, il lui faut l'accord du garde des Sceaux. Et on sait que dans les faits, en pratique, cet accord est toujours accordé. C'est comme ça, c'est une tradition. Donc oui, le pouvoir, il est total, il est démesuré, puisque concrètement, ce droit de grâce fait l'objet d'un décret du président qui n'est pas publié au journal officiel. Donc techniquement, on ne peut pas l'attaquer, ce décret, puisqu'il n'existe physiquement pas. Donc on ne peut pas l'attaquer. Et effectivement, le président de la République, il peut réduire la peine ou annuler la peine de qui il veut, d'un membre de sa famille, d'un membre du gouvernement, peu importe. Là, on est vraiment pour le coup dans le fait du prince. Alors justement, Paul de Vauban, quel serait selon vous son pouvoir le plus fort et qui mériterait vraiment une révision? Par exemple, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, ou est-ce qu'il y a un pouvoir qui vous semble être démesuré par rapport à sa fonction? Alors, c'est une question qui est très difficile parce qu'en réalité, quand on regarde la Constitution, ces pouvoirs ne sont pas si démesurés que ça. L'article 20 et 21 sont très clairs en disant c'est le gouvernement qui détermine et met en œuvre la politique de la nation. Donc en réalité, je crois que ce qu'il faudrait changer, c'est pas tant le texte, mais c'est la pratique. Et c'est ce qui est sans doute encore plus difficile que de changer un texte. Effectivement, la pratique nous dit clairement, le patron, entre guillemets, c'est quand même le gouvernement qui détermine et conduit et met en œuvre la politique de la nation. Bon, après la difficulté, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on convoque 40 millions de personnes pour élire directement au suffrage universel direct le chef de l'État, on se doute bien que c'est pas pour inaugurer les chrysanthèmes, c'est parce qu'on veut que ce soit lui le patron. Donc c'est vrai que le texte a été déformé, donc c'est peut-être la pratique qu'il faudrait modifier, mais bon, c'est mission impossible. Les Français, selon vous, Paul de Vauban, sont-ils équipés dans leur connaissance de la Constitution? Et si celle-ci était plus grande, est-ce que ça pourrait changer leur relation au pouvoir? Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les élections qui enregistrent un taux d'abstention le plus faible, c'est quand même la présidentielle et le maire. Donc on a quand même une relation particulière entre les Français et leur président, d'une part, et les Français et leur maire, d'autre part. Donc je pense que... Alors, je ne sais pas s'il y a une connaissance, mais en tout cas, à mon sens, il y a une curiosité. Il y avait quelque chose qui
qui était très frappant et que notaient beaucoup d'observateurs, c'est lorsque Jacques Chirac décède, si je vous dis pas de bêtises, à la fin de l'année 2019, où on a entreposé le cercueil aux Invalides à Paris, et il y a eu quand même beaucoup de jeunes qui sont venus, alors qu'eux-mêmes n'ont pas connu Jacques Chirac, président de la République. Et il y avait une queue quand même très impressionnante, alors même qu'il n'était pas plus président, il n'était plus président depuis plus de 10 ans, mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, et donc une curiosité, une fascination, un intérêt, ouais, indiscutablement. Alors, vous ne pouviez pas consacrer un chapitre aux grandes finales comme vous le faites de la Coupe de France, qui sont devenues un rituel d'immersion populaire pour les présidents. Et il y en a une bientôt. Quel enjeu c'est pour le président ? Là aussi, c'est intéressant de voir comme quoi la pratique peut être plus impactante en fait que le texte. Effectivement, c'est Gaston Doumergue en 1927, donc il y a près d'un siècle, qui, pour la première fois, pour attirer l'attention auprès de ce qui allait devenir la vieille dame, la Coupe de France, assiste à la finale de cette coupe, et depuis, les présidents de la République y assistent au moins une fois. Et c'est vrai que Charles de Gaulle a respecté cette tradition, tous les présidents de la 5e, François Mitterrand y a assisté systématiquement, et Emmanuel Macron également, jusqu'à maintenant. Et donc, le 29 avril prochain, il y aura la finale. Voilà, dans quelques jours. Si la logique est respectée, il y va. Alors, après, il y aura peut-être la crainte. Je pense qu'il serait plus facile de répondre à votre question une fois qu'on aura connu la décision du Conseil constitutionnel vendredi. Voilà, pour ceux qui écouteront le podcast après la finale, ils sauront la réponse. Paul de Vaublanc, vous mentionnez, tout à l'heure vous l'avez mentionné, François Hollande, vous le mentionnez dans votre ouvrage, à la fin de votre ouvrage. Comment vous l'avez approché ? Quel rôle il a joué dans l'élaboration de ce livre ? Ah, écoutez, j'étais très content parce que j'ai tout simplement recherché sur Internet où se situaient les locaux que lui prêtait l'État, comme tout ancien président de la République. Donc voilà, il se trouve que l'adresse est à Paris, elle est très simple à trouver. Donc j'ai envoyé un courrier postal, tout simplement, à l'ancienne. Et 6 mois après, j'ai reçu un mail du secrétariat de François Hollande me disant qu'il était disponible à telle et telle date pour m'accorder quelques minutes. Et donc j'ai eu cette chance, parce que c'est une chance quand même, de pouvoir discuter avec un ancien président de la République pendant 20 minutes. Et j'avoue que c'était extrêmement intéressant et ça apportait des choses pour le livre. Est-ce qu'il a pris très au sérieux son mandat ? Et surtout, est-ce que vous avez éventuellement évoqué l'idée qu'il ne se soit pas représenté, et qui est un fait assez unique, qu'il ne se soit pas représenté une deuxième fois ? Non, on n'a pas abordé cette question de sa décision de ne pas se représenter. On sait, il l'a dit publiquement, qu'il le regrettait aujourd'hui d'avoir pris cette décision. On a évoqué une question qui était assez intéressante, qui était le fait qu'il n'avait pas complètement exclu que Marine Le Pen puisse prendre sa suite à l'Élysée. Et qu'en réalité, il racontait qu'il était convenu avec Bernard Cazeneuve que si tel était le cas, Bernard Cazeneuve resterait à Matignon, puisque le président de la République ne peut démettre le Premier ministre que sur présentation par celui-ci de sa démission. Petit guide du président de la République, c'est aux éditions Henrik B, avec 1000 aspects étonnants, amusants et parfois sérieux du rôle du président de la République et de ses pouvoirs. Je voudrais terminer, Paul de Vaublanc, c'est ma tradition, par une maxime, une devise, un proverbe qui vous tient à cœur et qui pourrait caractériser votre relation au monde ou votre état d'esprit en ce moment. Écoutez, moi j'aime bien l'idée. Je me souviens qu'un jour un candidat à l'élection présidentielle disait ça lors d'une campagne électorale en disant que dans la vie, rien n'est jamais perdu, que tout est toujours possible. Et ça me rappelle un peu la phrase d'André Malraux qui disait « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Et j'aime bien cette idée que tout est possible et rien n'est jamais perdu. Paul de Vaublanc, merci. Merci à vous, merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.